bien-être, chercheur, expert, médecin, médecine intégrative, mode de vie, preuves scientifiques, prévention. Traite la cause réelle de tes symptômes. Bienvenue sur Méditive. Nous sommes fiers de vous présenter le premier média français spécialisé en médecine préventive. On vous explique comment adopter un mode de vie sain et notamment comment traiter la cause réelle de vos symptômes. Je m'appelle Shannon et je suis la cofondatrice de ce média. Mon associée Sarah et moi-même sommes fiers de vous présenter sur cette chaîne des experts dans leur domaine. Ils vous livreront les secrets d'une vie saine. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram ou notre chaîne YouTube pour davantage d'actualités dans le domaine de la médecine préventive. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui nous avons l'honneur d'interviewer le docteur Isabelle Tostivin, néphrologue à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, présidente de l'association Lune, responsable de la communication scientifique de la Fondation du Rhin et co-autrice du livre Calculs rénaux aux éditions Alpens. Merci d'être là aujourd'hui, comment allez-vous ? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement en quoi consiste la néphrologie ? La néphrologie, c'est la prise en charge des personnes atteintes de maladies rénales pour leur conserver toute leur autonomie et qu'elles gardent une belle qualité de vie. D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être un peu plus approfondir sur à propos de la fonction du rein ? Pourquoi est-ce que c'est essentiel de prendre soin de ces reins chez nous ? Le rein, c'est un organe vital, complètement silencieux. Tout le monde connaît le cœur, le cerveau, le foie, les poumons. Et le rein, il fait partie de cette association d'organes vitaux, et pourtant, on parle très peu de lui. Donc, en fait, quand le rein souffre, il souffre en silence. Il est totalement silencieux. Or, si on dépiste les maladies rénales, on peut vraiment ralentir l'évolution vers l'insuffisance rénale qui nécessite une épuration extra-rénale sous la forme soit d'une dialyse, soit d'une transplantation, sachant qu'on a très peu de greffons et que la qualité de vie n'est pas la même. Même quand on est greffé, on change de maladie, entre guillemets. Ouais. Il y a des vraies contraintes. En fait, l'organe rein, c'est l'organe de la liberté. On peut manger, faire des petits excès. On est en période juste après les fêtes. Ouais. On peut boire, on peut aller dans les pays chauds, les pays froids, on peut faire des saunas. On voit que le rein va concentrer les toxines, il s'adapte. C'est un organe assez magique, assez merveilleux et pourtant très peu connu, très peu apprivoisé par d'autres disciplines médicales, puisque c'est une discipline tout à fait récente. Même pas 70 ans, c'est rien, rien. Nous sommes nés en fait dans les années 60, on est issus de la réanimation et du rein artificiel aigu, en fait, la néphrologie. Voilà, néphros, le rein en grec. Ça aurait été plus simple si on avait dit la rénologie. Voilà, donc on est très peu nombreux les néphrologues, on est 1500 et on est volontiers coincés dans nos centres de recherche, notre centre de dialyse ou notre centre de transplantation. Moi, pour ma part, ce qui m'a toujours importé, c'était vraiment de garder, je m'appelle une néphrologue préventive, c'est un terme que j'aime beaucoup parce que je suis vraiment accrochée à l'idée qu'on peut toujours faire beaucoup, beaucoup mieux pour garder cette autonomie du rein. Ok, super. Et justement, concrètement, en fait, il faut dépister les maladies rénales précocement. C'est-à-dire par des choses très simples. Prendre l'attention parce que dès que le rein souffre, il va fabriquer une hormone très hypertensive qu'on appelle la rénine. Et donc, dès que le rein souffre, la tension s'élève. D'ailleurs, ça fait partie du bilan de l'Organisation mondiale de la santé que de détecter les anomalies rénales dès qu'on découvre une hypertension. Comment on peut savoir que le rein fonctionne moins bien ? On va faire une prise de sang pour doser la créatinine, qui est un métabolite issu du métabolisme des muscles. Et donc, si on a beaucoup de créatinine, il y a deux solutions. Soit on s'appelle Usain Bolt, on est très très musclé. Soit on est plutôt, comme moi, moins musclé. Et ça veut dire qu'on excrète moins bien dans les urines ce fameux métabolite qui est la créatinine.
dernière chose, le rein, il peut pleurer, comme je dis, de l'albumine dans les urines. Écoutez le rein qui souffre en silence, qui pleure en silence. Et donc, on met une bandelette urinaire dans ces cas-là pour voir s'il y a de l'albumine. Et l'albumine, elle est effroyablement toxique pour les reins également. Donc, en fait, albumine dans les urines, pression artérielle, créatinine. Donc ça, Les 3 piliers vraiment de la détection des maladies rénales, du dépistage. Ce que nous faisons lors des Journées mondiales du rein. Ok, Voilà. d'accord, super. Et du coup, au quotidien, dans son mode de vie, comment est-ce que justement on peut prévenir Alors, de il y ces a des maladies? choses que le rein déteste. C'est facile. Tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, on connaît, hein, Dieu dans la Bible, il sondait les reins et les cœurs. Hein. Et bien en fait, tout ce qui est mauvais pour le cœur est mauvais pour les reins. L'hypertension artérielle, première cause de mise en dialyse en France. Le diabète, première cause de mise en dialyse au monde. Le tabac, l'obésité, le problème de cholestérol, trop de gras. Et ça, la sédentarité. Hein, vous savez qu'on dit maintenant que sitting is the new smoking. C'est aussi grave de rester comme ça sur son ordinateur toute la journée que de fumer. Quand on sait ça, c'est extraordinaire. Et donc... D'ailleurs, j'ai vu que vous avez un vélo d'appartement. Oui, j'ai un très beau vélo. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Il faut imaginer que le rein, c'est un paquet de petits vaisseaux. Donc, dès que vous augmentez un tout petit peu votre activité, ne serait-ce que en bougeant, en vous levant, en coupant, hein, en arrêtant cette sédentarité, le rein, il est très content. Il déteste quoi d'autre? Il déteste les excès de l'alimentation moderne, très riche en sucre, en gras, en sel et surtout en protéines, en plus de mauvaise qualité. Alimentation très acidifiante. On peut dire quoi d'autre? On peut dire que le rein, il adore d'autres choses. Eh bien, c'est facile, on vient de voir tout ce qui est mauvais. Eh bien, il adore être hydraté, contrairement à ce qu'on pense. Boire régulièrement ne fatigue pas le rein, bien au contraire. Seul qui le fatigue, c'est de concentrer quand on a les urines très très foncées, très oranges. Là, ça lui coûte du travail. Donc, bien s'hydrater, bien bouger. Bougez vos pieds pour vos reins. Move your feet for your kidney, baby. C'est même quelque chose qu'on répète lors de la Journée mondiale du rein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ne pas fumer, être heureux, ça détend, être vivant, pas de stress, et puis partager une nourriture qui serait variée, équilibrée et partagée, pas tout seul comme ça sur un coin de table ou debout sur son bar. L'importance des relations sociales. Nourrir pas seulement ici, mais ici, comme ça on a la satiété. Et puis la spécificité peut-être pour le rein, c'est la répartition sur la journée. Parce qu'en fait, si on mange rien le matin, parce qu'on doit aller travailler, pas grand-chose le midi parce que c'est pas très bon, et donc un sandwich comme ça, et tout le soir, alors même que notre rein fonctionnera beaucoup la nuit parce que lui, il travaille 24 heures sur 24. Voilà. Donc on a parlé de la fonction du rein, c'est un organe de la détox, et il ne fait pas que ça. C'est ça. En fait, on imagine, il y a 100 litres qui passent à gauche et 100 litres à droite. Tous les jours, nous fabriquons 200 litres d'urine. Extraordinaire. Et donc, tout le monde connaît la filtration. C'est comme une douche, 200 litres de douche par jour. Et ce serait quoi la fonction rénale? Eh bien, cette douche de 200 litres par jour, elle se fermerait. Et quand vous le nettoyez avec 200 litres, vous êtes parfait. Quand vous voulez nettoyer avec 100 litres, c'est un peu moins nettoyé, et puis 50 litres, alors là c'est beaucoup moins, et bien c'est ça l'insuffisance rénale. Et quand c'est moins de 10 litres, pourtant c'est beaucoup 10 litres, mais moins de 10 litres, il faut avoir recours à des techniques d'épuration extra-rénale. Malheureusement. Vous avez mentionné le terme de détox, etc. Après les fêtes de Noël, etc. On parle beaucoup de jus détox, etc. Est-ce que c'est uniquement un effet de mode? Et qu'est-ce que c'est la détox finalement? Alors la détox rénale, en fait, le but du rein, lui c'est son job en pratique. Il n'a pas tellement besoin d'être stimulé, sauf à faire quoi? Bien s'hydrater, bien bouger, et bien répartir sur les 3 repas, en sachant que les protéines, ça c'est quelque chose de particulièrement toxique pour le rein. En fait, on mange tous à peu près trop de protéines, et on sait que ce serait plutôt la moitié de la pomme par repas plutôt que la pomme entière à chaque repas, pour dire les protéines animales par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour soulager un petit peu ou pour aider le travail
du rein, c'est cette mode de détox à base de jus de légumes, elle est intéressante si elle n'est pas terroriste, je dirais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On connaît, nous, les effets effroyables des modifications très drastiques comme ça de l'alimentation. Les régimes, par exemple, hyperprotéinés, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Nous, on connaît très très bien ça. Les régimes à base de jus de légumes, c'est intéressant si c'est modéré, ponctuel, et si on couvre toutefois quand même tous ces autres besoins. Le besoin calcium, notamment les femmes jeunes et moins jeunes, notamment les besoins quand même en protéines, parce que la mode du vegan, oui, sauf que nous sommes, nous, composés quand même de protéines. Donc, certes, les végétaux peuvent apporter des protéines, notamment les acides aminés essentiels, mais il faut quand même veiller à ce qu'il y ait un équilibre pour couvrir ses besoins. Et ça, le problème de ces grandes modes, c'est qu'on va se mettre à boire des litres et de jus de légumes, du chou kale, etc. C'est formidable. Sauf que vous avez un apport de potassium extraordinairement élevé. Si vous ne mangez que ça dans la journée, vous aurez un effet diurétique. Et puis certaines jeunes femmes, jeunes filles en particulier, vont devenir accros à ces jus parce qu'on urine beaucoup. Il y a un effet... on peut même perdre du poids, et ça, du coup, ce n'est pas forcément une bonne idée dès lors qu'il y a un changement radical. Moi, je suis pour les petites touches quotidiennes. Un petit changement a de grands effets. Par exemple, cesser la viennoiserie du matin, chagrin, entre guillemets, et même le soir, c'est toujours chagrin, et la réserver au samedi-dimanche. Vous voyez, par exemple, la quotidienneté d'un petit déjeuner très riche en sucre et en gras, c'est effroyable pour le rein. Alors que si vous mangez une pomme ou si vous épluchez votre orange et que vous mangez par quartier au lieu de faire que des jus, le problème des jus, autre chose, c'est que vous ne mâchez plus. Or, mâcher, c'est un geste de santé. Ça permet d'aider le microbiote à fabriquer cette hormone puissamment antidépressive qui est la sérotonine. Donc il faut mâcher. Et quand on a dit 5 fruits et légumes, moi j'en veux beaucoup à celui qui a dit ça, parce qu'en réalité il lui fallu dire 5 légumes, 2 fruits. Nous ne sommes pas faits, nous les humains, pour manger des fruits, parce que ça se transforme en fructose. Enfin, le fructose se transforme en acide urique, et c'est très riche en sucre. Nous sommes faits pour manger des pommes de terre, enfin je veux dire des racines, des légumineuses, plus que des fruits en réalité. Si on est un petit peu attentif au métabolisme. Et donc, vous avez aussi parlé de litres d'eau qu'on doit... Est-ce que vous avez des conseils pour une personne lambda? Alors c'est la question qu'on me pose. Mais vous êtes assise dans le fauteuil où Adriana m'a posé la même question, Adriana 42. Et j'ai toujours la même réponse, à savoir, nous ne sommes pas la même personne le matin, le midi, le soir et d'un jour à l'autre. Donc en fait, nos besoins dépendent de notre condition de vie, c'est-à-dire que si vous allez au sauna, vos besoins sont très importants pour boire. Ce que je préfère dire, c'est se concentrer sur la couleur des urines. Je m'explique, il faut s'hydrater régulièrement, matin, midi, après-midi, soir. Il est très intéressant de boire des tisanes le soir, espoir, contre les cristaux du matin, chagrin pour ceux qui fabriquent des calculs, en sachant que c'est bien d'hydrater pour couvrir le jeûne de toute la nuit. Ça, c'est intéressant. Et donc, on regarde les urines. Si elles sont très concentrées, ça veut dire qu'on n'a pas assez bu. Par exemple, les femmes, dans la deuxième moitié du cycle, ont un peu plus chaud. Et donc, les urines peuvent être un peu plus concentrées. C'est une petite rétention d'eau. Donc, il faut regarder et diluer régulièrement les urines pour qu'elles restent claires sans être complètement transparentes. Ça veut dire environ 1,5 litre à 2 litres par jour. Et si on mange des légumes, des fruits, 2 fruits, tout ça, c'est très riche en potassium. Donc, ce sera de toute façon un apport d'eau sous forme de légumes et une stimulation par le potassium d'un effet un petit peu diurétique. Donc tout ça, c'est très difficile de dire buvez tel type d'eau. Alors nous, en France, on a la chance d'avoir une eau du robinet de très bonne qualité. Pour peu qu'on tire un petit peu à l'avance pour que le chlore s'évapore, ça suffit largement, c'est écologique et c'est vraiment tout à fait bien conçu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'eau? Donc boisson chaude, fraîche, à bulles, sans bulles, et donc variée.
Et prenez la peine de regarder la couleur des urines, c'est très informatif. En réalité, les urines sont très bavardes. Pour qui connaît leur langage. C'est intéressant. Je pense à certains légumes comme, je sais pas, les concombres, bien ou, sûr, les courgettes, bien etc., sûr. qui sont gorgées d'eau. Oui. Donc ça, on prend aussi en voilà, compte. on ne va pas s'obliger à boire ces 2 litres, sauf quand on a fait des infections urinaires à répétition ou qu'on a un facteur de risque pour faire des calculs. Ça, effectivement, il faut, plutôt que de compter sa bouteille ou compter les apports, se faire confiance sur l'aspect des urines qui doit, donc dans les toilettes, à peu près, vous voyez, un vin blanc très sec, très clair, voilà, ça suffit. C'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur, voilà. C'est mieux de... On peut dire qu'on urine environ 6 à 7 fois par jour. C'est à peu près la norme. On peut dire aussi qu'il est très important de ne pas rester plus de 4-5 heures pour les femmes qui sont très à risque compte tenu de leur anatomie des infections urinaires, risque d'infection urinaire, de ne pas rester trop longtemps sans uriner et donc ne pas se retenir, bien sûr. Oui, parce que les femmes, du coup, sont plus à même très de faire à des risque, infections. voilà, très à risque. Plus que les hommes. Bien plus. Championne du monde intergalactique. Et on sait pourquoi En fait, les infections urinaires sont liées à la migration d'une petite bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui vit, comme son nom l'indique, dans le côlon, et qui, lors de la défécation, lors des rapports intimes, sexuels, peut passer de l'anus vers la vulve, puis l'urètre, qui est très court chez la femme, alors que les bactéries sont très feignantes. Chez l'homme, c'est bien plus long le voyage. Et donc, il faut vider sa vessie régulièrement pour que les petites bactéries qui pouvaient monter soient chassées par ce qu'on appelle la vidange de la vessie, très régulière. Ok, super. Et alors du coup, donc on a parlé pendant cette interview de la prévention notamment. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des patients qui avaient du mal à changer leur mode de vie, qui avaient du mal à comprendre qu'il fallait transformer leurs habitudes C'est très long pour changer une habitude et nous déterminons, grâce à l'éducation thérapeutique avec toute mon équipe, des objectifs communs à raison de 1 ou 2 objectifs au départ et on va travailler cela. On va s'enthousiasmer des petites modifications et de la technique des petits pas dans la bonne direction, pour peu qu'on soit sur la bonne route, sur la bonne voie, et qu'on avance, ne serait-ce qu'à tout petit pas. C'est formidable. Marie-Paul Douceau, formidable diététicienne avec laquelle je travaille, dit on enlève le sel grain à grain. Je n'ai pas parlé du sel. Le sel est consommé en trop grande quantité dans nos pays, même si grâce aux campagnes de prévention, les choses s'inversent. La tendance est en train enfin de s'améliorer. Donc ça, on était à 12 grammes de sel par jour, on est plutôt à 10 grammes maintenant, sachant que les besoins c'est plutôt 4 à 6 grammes pour donner une idée, et sachant que le sel de la salière c'est moins de 10% des apports. Donc le sel il est caché partout, caché dans les produits transformés, dans tous les produits transformés, dans le pain, il faut faire attention. Après le sel de régime il est potentiellement dangereux pour les personnes qui ne savent pas leur fonction rénale et donc qui auraient des difficultés à évacuer le potassium. Le sel de régime, vous avez dit ? Le sel de régime ou même le sel, donc c'est le chlorure de potassium. Et puis même en grande surface, on vend des sels low sodium, donc avec moins de sodium, et c'est remplacé par le potassium. Donc là, il y a eu une alerte à l'INVS, enfin par les instances, parce que vendre ce sel sans informer que il est très riche en potassium et potentiellement contre-indiqué chez les personnes qui ont une insuffisance rénale, il y a une alerte. J'en profite pour dire que par rapport au conseil aussi, certaines personnes, croyant bien fait, veulent prendre du curcuma, de la vitamine C, de la vitamine D, etc. Alors, tous ces compléments alimentaires pour perdre un petit peu de poids à la ménopause, etc. Je ne suis pas contre. Je suis pour tout ce qui fonctionne, pour peu que cela se soit encadré. Et trop souvent, les dosages des compléments, notamment la vitamine C, nos besoins, c'est 80 à 100 mg par jour. Si on fume, c'est un peu plus, mais c'est rarement plus que 150-200. Les comprimés, comme vous le savez, c'est plutôt 1 gramme. Et il n'est pas rare de voir des personnes consommer 1 gramme pour tout l'hiver, et donc dans ces cas-là, ça se transforme l'acide ascorbique en acide oxalique et on a un calcul à base d'oxalate. Chez certaines personnes, ça agresse
complètement le parenchyme, la texture du rein. Et donc, dans ces cas-là, il peut aussi avoir une dégradation de la fonction rénale par une agression cristalline en raison de la surconsommation, en fait. Il faut connaître ses besoins, je dirais, le message, connaissons nos besoins et essayons d'adapter notre mode de vie à nos besoins. Vous êtes 2 princesses au petit pois, si vous m'autorisez l'expression. Si vous mangiez la partie collective en protéines tous les jours, pensant bien faire, ne pas faire d'excès, eh bien pour chacune d'entre vous, ce serait trop dans le temps, quotidiennement. Donc il faut penser que l'apport des protéines, c'est 0,8 grammes par kilo et par jour. Ok. Donc en fait, sachant que dans un steak de 100 grammes, il y a déjà 20 grammes de protéines, si on fait 40 kilos, 45 kilos, eh bien c'est déjà couvert en un steak de 100 grammes, la moitié. Sachant qu'il y a des protéines dans les céréales, dans les légumineuses, dans le pain, dans le riz, les même pâtes. Dans certains légumes. Et même dans certains légumes, hein, voilà, le quinoa, voilà. Le soja, et d'amamé, bien sûr, tout ce qui est légumineuse, les pois chiches, etc. Ce sont des trésors de santé, attention. Mais il faut en tenir compte, les champignons. Donc en fait, ça peut aller très très vite quand on si pèse. on mange beaucoup de légumes et qu'on mange varié, en fait, notre apport en protéines, sans s'en rendre compte, on l'a sans manger facilement. des quantités de protéines animales. Exactement, parce que moi, je suis confrontée à l'excès inverse. C'est-à-dire que les personnes qui veulent manger vegan vont manger énormément de tofu, d'edamame, de légumineuses extrêmement riches en protéines. Si vous mesurez 1m80, vous pesez 85 kg, vous avez de la marge. En revanche, si vous êtes comme vous deux, très vite, vous allez couvrir vos besoins. Très très vite. Et l'excès sera transformé donc, en urée. Et on sait que les reins, il y a les personnes qui ont 2 reins, donc ça répartit la surcharge. Quand on a un seul rein sans le savoir, ça peut être... parce qu'on peut vivre avec un seul rein. On peut vivre avec un seul rein. On peut vivre avec un seul rein qui n'est pas au bon endroit, entre guillemets, à l'endroit classique. Il y a des reins voyageurs. Et ça peut être... Oui, par exemple, je me souviens d'une jeune fille comme ça, qui a 17 ans, qui avait mal au ventre. Et en fait, elle avait un rein unique et posé sur la vessie. Enfin, elle était née comme ça. Alors, on peut très bien vivre avec un rein, si et seulement si, je le précise, on a une bonne hygiène de vie, qu'on mange équilibré, qu'on n'est pas en surpoids, qu'on n'est pas hypertendu, qu'on ne prend pas trop de médicaments. Il y a aussi tous les médicaments obligatoires pour d'autres maladies que sont le cancer, par exemple. Donc ça nos collègues oncologues le savent. Il y a aussi l'alerte avec nos collègues radiologues pour les créatinines avant injection de produits de contraste iodé qui sont potentiellement toxiques également pour le rein. Et justement, quand vous travaillez avec vos patients pour qu'ils améliorent petit à petit leur mode de vie, comment est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous avez un habit tracker pour chacun de vos patients? Est-ce que vous collaborez avec des diététiciens et des diététiciennes? Alors, je collabore avec toute l'équipe, avec des aides-soignantes formidables, des diététiciennes tout aussi géniales, des infirmières qui sont très sensibilisées à l'accompagnement. En fait, nous, on va établir une feuille de route. Et peut-être ce qui caractérise notre unité, c'est que on fait le diagnostic des besoins. C'est l'objectif à atteindre. Et on va travailler avec les personnes main dans la main, avec une surveillance qui est régulière pour atteindre ces fameux objectifs. Et notamment, on va travailler avec la composition des urines qui reflète beaucoup notre manière de nous alimenter. On va travailler avec les centimètres autour de la taille plutôt que des kilos. Nous n'aimons pas la balance. Parce qu'en fait, quand on remobilise les personnes pour notamment l'activité physique, le muscle, voilà. Et donc, moi, je travaille avec la composition corporelle. J'ai un impédance-mètre. Et donc, ça, c'est génial parce qu'en fait, on sait qu'on a, par exemple, 15 kilos de gras en trop et il manque 3 kilos de muscles. Et très vite, si on se mobilise, on encourage beaucoup nos patients au sens allez, sportif, vraiment, mais version allez, les verts. Donc vraiment version coach sportif. Bon, c'est vrai que vous avez parlé du vélo, et ça c'est le mien, mais je l'ai équipé aussi toute l'unité pour que les personnes puissent
pédaler, parce qu'en fait, le vélo est très intéressant, parce que c'est assez facile. Et donc, nous avons aussi des ateliers d'éducation thérapeutique pour motiver les personnes. On sait qu'au bout de 3-4 mois, on se démotive. Et donc, ce qui nous manque un peu, mais là, peut-être pour le coup, je pourrai collaborer, ce sont des vidéos quasiment d'accompagnement pour la remotivation, parce qu'on a une démotivation. On est motivé, puis après on se démotive. Et après, en fait, il suffit de pas grand-chose pour se remotiver. 2-3 minutes, ça, je pense que, notamment sur la contrainte du début. Parce qu'en fait, une contrainte, au départ, si on fait le petit geste, le petit pas, le premier geste est très difficile. La première modification, elle est effroyablement difficile. Et donc, nous, on fait des petits tests. Je dis, par exemple, avant les analyses urinaires de contrôle, essayez, faites 0 de sel et le mieux que vous pouvez en protéines. Comme un test, vous trichez. Docteur, j'ai triché. Et en fait, c'était très facile. C'était difficile? Non, finalement, pas tant que ça. Et donc, on fait comme ça des expériences. Et puis, quand il y a des vrais blocages, une vraie souffrance, moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec des psychosomaticiens, donc de la médecine intégrative, psychosomatique intégrative. Pourquoi c'est tel organe qui parle, pourquoi c'est telle souffrance, telle émotion. Et c'est pour ça que la médecine chinoise aussi m'a beaucoup aidée. J'ai fait une 30aine de voyages en Chine pour trouver des solutions, toujours pour protéger ce fameux organe qui est si vital et qui permet de garder sa liberté, pour garder l'autonomie rénale. Et bien en fait, main dans la main avec des approches combinées, on peut trouver des solutions. Sur les représentations, par exemple, symboliques, compliquées, je ne veux pas manger de ci parce que ça, le calcium, c'est le produit laitier, je déteste, etc. Donc ça, c'est intéressant. On travaille sur les croyances limitantes, on travaille sur les syndromes dépressifs, les personnes qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, qui sont à côté du corps. Donc nous, on est pour réinvestir, vraiment incarner le corps comme objet également de plaisir, c'est-à-dire que si vous faites de la contrainte tous les jours, le cerveau il dit non, enfin tout le corps dit non. Donc nous faisons de la contrainte positive entre guillemets pour ressentir des choses. On fait aussi des ateliers, on va goûter des choses, la texture d'un chocolat, des aliments qui ont été complètement interdits, parce que sur le net, malheureusement, moi qui m'occupe de personnes qui font beaucoup de calculs, il y a beaucoup de blessures et de maltraitance par les mauvais conseils. Donc on essaye de retrouver un petit peu d'équilibre, un petit peu de bon sens, et puis un petit peu de calme aussi. Voilà, donc c'est toute une prise en charge de très long terme, avec d'excellents résultats au bout de 3 ans. On sait qu'on part pour quelque chose de long, et pour ceux qui font le voyage, qui nous donnent la chance de pouvoir les accompagner, tous ceux qui reviennent, ils sont très contents. Ceux qui ne reviennent pas, après c'est difficile, on ne peut rien pour eux. Il faut trouver quelque chose de l'ordre de la motivation. Et souvent, la maltraitance du système avant de venir chez nous, parce que pour les histoires de douleurs, de calcul, de reins, etc., ou alors la seule option, on dit dialyse, alors que nous sommes à une ère, nous vivons, nous néphrologues, là, quelque chose de révolutionnaire, parce que nous avons la prévention qui est enfin financée. Ah, d'accord. Depuis combien de temps ? Eh bien, depuis 1 année et demie. Alors, c'est tout à fait récent. En fait, la sœur d'Emmanuel Macron est néphrologue. Alors, est-ce que ça a joué ou pas ? Nous, ça fait 20 ans qu'on demande de financer la prévention. Et nous avons été entendus, alors c'est peut-être un hasard, mais en tout cas, le hasard fait bien les choses. Et Donald Trump, également aux États-Unis, a fait naître des cliniques de néphroprotection. Le problème en France, c'est que la dialyse rapportait plus aux soignants que la prévention. Pendant de très nombreuses années, il y avait des régions qui ne faisaient pas de traitement par la diététique, parce que c'est compliqué, Isabelle, ils te suivent parce que tu es gentille, mais nous, on peut pas. Non. Donc moi, on me fait intervenir dans différentes régions de France, parce que moi, je crois à cette optimisation, parce que je vérifie les résultats. Quand vous faites des excès quotidiens, et que vous modifiez ces excès quotidiens, vous passez de ça de protéines à ça, mais c'est extraordinaire l'amélioration possible. C'est la répétition sur le long terme. Et c'est vraiment la répétition sur le long terme. Et puis après, nous avons de nouvelles molécules qui sont extrêmement prometteuses.
qui font perdre du poids de gras, qui améliorent le cœur, qui améliorent le rein. Et là, on est en train de vivre une révolution. Il y a aussi ces fameux acides aminés qui vont soulager le rein, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vraiment une vraie insuffisance rénale, mais qui veulent garder leur autonomie sans passer par la cardialyse avant d'attendre leur greffon rénal, eh bien, ils mangent ultra vegan, sans protéines, ça même au-delà de vegan, et on leur donne des compléments alimentaires à base d'acides aminés essentiels qui vont recycler l'urée et donc alléger le travail du rein. Et ça, c'est phénoménal parce qu'on a enfin une combinaison de plusieurs paramètres qui nous permettent d'espérer vraiment ne plus aller en dialyse. Pour ceux qui ne connaissent pas la dialyse, est-ce que vous pouvez Alors, la dialyse, c'est donc une machine. Il y a l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. L'hémodialyse, on va connecter le sang, on va faire un court-circuit avec une fistule artério-veineuse, c'est pour faire grossir une grosse veine comme ça. Le sang va aller via un tuyau à la machine qui va faire passer le sang devant une membrane où ici il y a un liquide physiologique comme de l'eau de mer et les toxines vont passer dans un seul sens si vous voulez, donc l'urée, la créatine et puis le sang nettoyé va revenir à la fistule. C'est 3 fois 4 heures minimum par semaine. Parfois il y a la dialyse longue nocturne 3 fois par semaine pendant 8 heures, ça c'est très très bien, mais c'est très compliqué quand même à organiser pour les soignants. Et puis, il y a la dialyse à domicile, on peut faire aussi. Et une autre technique à domicile, donc l'hémodialyse, elle est volontiers en centre, mais certains jeunes y arrivent. Il y a l'hémodialyse quotidienne aussi, pour moins de contraintes, 2 heures tous les jours. Et puis, il y a cette dialyse à domicile par la dialyse péritonéale, qui est très élégante parce que elle est plus, légère, entre guillemets. On ne fait pas intervenir le sang. En fait, on pose un cathéter à côté du lombilic, et puis la nuit, on se branche à une machine sur des grosses poches d'eau de mer, et en permanence, le liquide, 2 litres, vont aller dans la cavité péritonéale, c'est-à-dire à côté des intestins, sans sang, sans rien, et ça va s'enrichir parce que l'intestin est totalement tapissé d'un paquet de vaisseaux qu'on appelle le mésentère. C'est vraiment des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de petits vaisseaux sanguins qui vont laisser passer les toxines. Et donc le liquide péritonéal va s'enrichir en toxines. Et donc à la fin de la nuit, il y a eu des échanges. La poche est remplie d'un liquide qui ressemble à de l'urine parce qu'il est un petit peu jaune. Et on la vide dans les toilettes et on se rebranche le lendemain soir. C'est pour aider en fait le rein à filtrer. Et donc c'est pour le débarrasser, c'est seulement la fonction de filtration, c'est-à-dire qu'on épure les toxines. Or le rein, c'est une glande hormonale. Les cyclistes, ils connaissent très bien l'EPO, vélo EPO. Et l'EPO, c'est l'érythropoïétine, c'est l'engrais à globules rouges pour pédaler plus vite parce que vous augmentez vos capacités de fixation de l'oxygène par l'hémoglobine qui augmente. C'est une glande hormonale qui va aussi activer c'est une usine extraordinaire qui va activer la vitamine D. Donc pour le métabolisme de l'os, c'est très important. C'est un organe qui va recycler les bicarbonates. Donc avec le poumon, l'organe rein excrète l'acidité qui s'accumule par notre métabolisme. Et puis enfin, il interagit pour plein d'autres choses qu'on ne connaît pas encore, notamment l'insulinorésistance. On parle du syndrome métabolique, on parle de l'obésité mondiale, l'épidémie d'obésité parce que nous mangeons très mal et nous ne bougeons plus. Et on parle de l'insulinorésistance. Comme Obélix, quand on a une énorme paroi, on synthétise beaucoup de toxines qui vont rendre inefficace notre insuline et qui va essayer de lutter. On parle d'insulinorésistance ou de diabésité mondiale. La diabésité. Et donc diabète, obésité, diabésité. On parle aussi de globésité. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien cette insulinorésistance, dès lors que vous avez le rein un tout petit peu malade, eh bien malheureusement vous allez avoir encore plus besoin de lutter contre l'inefficacité de la résistance à l'efficacité de l'insuline. C'est pour ça que les muscles sont si importants, parce qu'en fait, ils lèvent cette insulinorésistance. En fait, il y a une relation également entre le foie, le pancréas, le rein. Nous avons, en médecine moderne, coupé, fragmenté le corps. En réalité, les organes se parlent. Quand vous imaginez que quand vous mangez un carré de chocolat très riche en potassium qui pourrait arrêter notre cœur, nous ne savons toujours pas comment l'information va à nos 2 reins
qui vont ouvrir les vannes du potassium, parce qu'en permanence, ça filtre. 100 litres, 100 litres. Ils vont oublier de réabsorber. Ils vont dire, laissez tomber le potassium, il y en a qui va arriver. Avant même qu'il soit absorbé. C'est phénoménal. C'est un réflexe qu'on appelle le papillotubulaire, donc dans la petite structure du rein qu'on appelle le tubule. Moi, je suis fascinée. Nous ne savons toujours pas pourquoi. Donc en fait, il y a une intelligence des organes, une intelligence du corps. Et moi, j'aime beaucoup ces médecines holistiques, qui prennent en charge globalement, puisque je dis souvent, je suis néphrologue, c'est-à-dire vos reins m'intéressent un peu, mais enfin tout ce qu'il y a autour, bien plus. Et tout ça, ça se croise et ça communique en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'approche en médecine chinoise. Et j'ai eu la chance de collaborer avec l'université de Nankin de médecine chinoise traditionnelle, avec des néphrologues issus de la médecine chinoise traditionnelle. C'est fantastique. Avec un protocole pendant 12 ans, avec une trentaine de voyages. Vraiment, c'est fort. Ils ont une approche plus holistique, comme vous dites, que oui, nous. Et surtout, ils ont vraiment la combinaison des deux médecines. Ils piochent de manière assez délibérée et décomplexée. Des saunas aux herbes, plus un tout petit peu de dialyse, de la dialyse colique, par exemple, aussi. De l'acupuncture évidemment, plus le qigong thérapeutique pour relancer l'énergie, le qi du rein. Donc tout ça est particulièrement intéressant pour cet organe si complexe qu'est le rein. En fait, il reste à apprivoiser complètement. Et donc vous avez vraiment une approche intégrative de la médecine. Est-ce que vous avez ressenti, je ne sais pas, le fait est-ce que vous avez dû un peu vous battre pour avoir cette approche intégrative de la médecine? Est-ce qu'en France, justement, on a une approche qui est très catégorisée? Tout à fait. C'est une excellente remarque, une excellente question en pratique. M'occupant de personnes atteintes de maladies génétiques le plus souvent rares, qui ont entendu 15 fois qu'il n'y avait rien à faire, j'ai toujours eu à cœur et à rein de trouver des possibilités pour faire avec et vivre avec une belle vie longue et vécue et sans douleur, du mieux qu'on peut. Une vie incarnée, une vie... Et donc je me suis tournée naturellement vers tout ce qui pouvait fonctionner, marcher, pour peu que je sache de quoi il retournait. Donc j'ai ouvert la porte aux patients pour dire « Et alors, qu'est-ce que vous faites avec ça ?» Et donc, en réalité, les patients... Principe de réalité, ils ont déjà recours à ces médecines et ils font leur combinaison, leur médecine intégrative. Les patients cancéreux, par exemple, les patients atteints de maladies auto-immunes où il n'y a pas beaucoup de traitements, où il y a beaucoup de questionnements, se retournent vers les médecines dites complémentaires. Et j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment, puisqu'en 2012, le département de la politique médicale de l'AP-HP, ayant entendu plusieurs soignants comme moi demander un accès aux médecines complémentaires, un accès aux médecines alternatives et complémentaires, 1, 2, 3, j'ai répondu à un appel d'offres MAC, médecine alternative et complémentaire, en 2012, qui a été financé, qui a été retenu. Mais je n'étais pas la seule. Il y avait une 50aine de dossiers. Ça allait de l'hypnose pour les anesthésistes à de tout. L'acupuncture, le qigong thérapeutique pour le craving quand on a arrêté de fumer mais qu'on a encore comme ça cette addiction, cette envie irrépressible. Donc en fait il y avait des choses extrêmement riches et variées et moi je remercie vraiment Mireille Faugère à l'époque d'avoir fait le pas. Ça a été repris par Martin Hirsch. Alors, il y a même eu la création d'un centre intégré de médecine chinoise, donc ici, qui est plus un centre de documentation et de recherche que de véritablement soins. De pratique. Moi, quand on est venu vers moi, je travaillais déjà avec un praticien shiatsu qui s'occupait des patients qui avaient des douleurs mémoire de calcul fantôme. Il n'y avait plus de calcul dans le rein, on avait toujours mal et la morphine ne fonctionnait pas. Et j'ai eu la chance d'être écoutée par mes autorités, par mes supérieurs, dans le sens où ce n'est pas du bien-être. Un néphrologue, la dialyse, c'est vraiment une qualité de vie particulièrement compliquée à maintenir, avec cette contrainte. Donc, quand un néphrologue dit ça, j'ai eu la chance de rencontrer du coup le ministre chinois de la Santé, le ministre français de la Santé. C'était intéressant parce que ce protocole que j'ai mené en partenariat avec l'université de Nankin et puis 8 autres centres, c'était pour préserver la fonction du rein
des personnes atteintes de diabète, justement cette fameuse maladie du diabète qui met trop souvent les personnes en dialyse au monde. C'est vraiment... Donc je pense que c'est l'avenir, et je pense aussi que nos hôpitaux qui vivent des grands bouleversements actuellement, en réalité, en principe, regardons les choses en face, c'est déjà là. Il y a aussi, j'ajoute que depuis une dizaine d'années, et la Pitié était précurseur, et j'ai eu la chance de faire partie de ce groupe, nous avons milité pour l'enseignement des MAC, médecine alternative et complémentaire, au sein de notre faculté. Nous avons été suivis par 4 facs par la suite, Montpellier, Strasbourg, Lille. Donc en fait, les étudiants de 4e année ont 6 heures de cours sur la médecine chinoise traditionnelle, l'hypnose, l'acupuncture. Voilà, donc ça c'est intéressant, avec une évaluation obligatoire. Alors au début, on a eu beaucoup de critiques, forcément. Mais ça, c'est pas grave. C'est dur de faire changer les mentalités. C'est très difficile. À l'université, moi je dis souvent, je suis pluriversitaire. Je préfère la multiversité que l'université. Mais là, nous vivons de tels bouleversements avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, que les choses... pour moi, je suis très optimiste. Je pense que ça va quand même dans le bon sens. Mais justement, c'était ma dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est un peu la médecine du futur, justement? Oui. C'est à la fois la médecine du passé, et en fait, on revient et c'est la médecine du futur. Voilà, on a été obligé d'analyser jusqu'au moléculaire, mais même dans le moléculaire, il y a quelque chose qui nous échappe et qui est plus grand, donc cette histoire de ce réflexe-là, pour moi, c'est totalement intégratif. Et créer des ponts, je veux juste préciser que lors des attaques que j'ai reçues, forcément, j'ai toujours eu l'exigence de dire je suis pour ce qui fonctionne et je reste scientifique. C'est-à-dire que je suis contre l'exclusivité et le totalitarisme des médecines dites alternatives, c'est-à-dire on abandonnerait la chimio parce qu'il faut méditer tous les jours et parce qu'on va guérir. Alors, peut-être, mais le risque encouru est tel que je ne veux pas le prendre. Je suis pour la combinaison de techniques d'approche différentes, que ce soit diagnostique ou thérapeutique, plutôt que l'exclusion et l'exclusivité, c'est-à-dire ça serait mieux que ça. Et c'était d'ailleurs une grande battle avec mon collègue chinois qui voulait faire que ça, au départ. Et donc on a fait ça, on a fait un schéma on top, c'est-à-dire comment la médecine chinoise intégrative pouvait être avec la médecine occidentale ou classique ou conventionnelle, médicamenteuse pour le coup, pouvait... Voilà. Oui, c'est ça. Parfois il y en a, je sais, et sur Instagram, etc. Dangereux. C'est dangereux. C'est uniquement, mon mode de vie, mon alimentation qui va me permettre de régler un problème, une maladie, etc. Alors qu'en fait, c'est pas uniquement le mode de vie, c'est pas uniquement la médecine traditionnelle. Ça peut, mais c'est dangereux et ça nécessite même un accompagnement. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, moi, je suis pour le non-abandon. Pour moi, l'éthique médicale, c'est ne pas abandonner et faire aux autres leur bien. Et certaines personnes ne veulent pas la dialyse, mais pas du tout, l'ont testé et puis l'ont arrêté d'eux-mêmes. Donc, ils ont été exclus par la médecine conventionnelle en disant, vous ne vouliez pas dialyser, on peut rien pour vous. Et donc, ils sont venus me voir parce que je dialysais par les yeux, soi-disant, et qu'ils ne voulaient aucun médicament conventionnel, mais ils préféraient savoir s'il fallait faire cure de boudin, cure d'asperges pour des œdèmes, cure de ci, cure de ça. Et donc, j'ai préféré accompagner, mais c'est une autre médecine. Et moi, je suis vraiment pour conserver le dialogue avec ces médecines. Et malheureusement, il y a autant de terrorisme dans certaines pratiques alternatives que dans les pratiques conventionnelles. Et moi, je suis pour les ponts et les convergences, plutôt que les portes qui se ferment. Et ça... c'est un vrai débat parce qu'en fait et c'est très rare de trouver et l'ouverture avec voilà. Et moi j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Chen Zhu, qui est un très grand hématologue chinois qui est devenu ministre de la Santé à l'époque où on mettait ce protocole en place, qui a dit qu'il fallait avancer de manière décomplexée en piochant la médecine chinoise et la médecine conventionnelle, en faisant une troisième médecine. Mais ça, c'était révolutionnaire et il l'a autorisé. Parce que vous avez aussi des personnes de médecine chinoise qui vous diront que ce n'est pas possible. Donc, on est à l'ère du chaos, on vit un chaos, de la théorie du chaos.
Et donc moi je pense qu'on va vers ça et c'est inévitable. Ouais, ce serait plus une médecine collaborative. Ce serait une collaboration entre les médecins traditionnels, la médecine holistique, et puis trouver une solution adaptée au patient. Avec le patient comme barycentre. Moi je pense, c'est pour ça que ces plateformes qui se développent, moi je pense qu'elles sont très intéressantes parce que le système et la complexification de l'approche des data de médecine, parce que c'est très difficile avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, je l'attends comme quelque chose d'extrêmement positif parce qu'en fait, on pourra faire notre travail d'humain. En fait, moi, je dis à mes étudiants, si vous pouvez être remplacé par la machine sera de toute façon plus forte que vous, toujours. Si vous pouvez être remplacé par la machine, c'est que vous n'êtes plus des médecins. Il y a toujours ce petit supplément de quelque chose qui fait que le côté humain. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes mieux que des machines, nous ne sommes pas des voitures, y compris des Ferrari, des Lamborghini, nous ne sommes pas, nous, médecins et garagistes non plus. Et donc il y a ce côté, c'est à la fois humain, mais c'est même quelque chose qui échappe, parce que quand on dit humain, c'est assez... Ça ne veut pas dire forcément, ça veut dire très gentil. Non. Moi, pour ceux qui me connaissent, savent que je peux être bien percutante, parfois pour la bonne cause, dans une intention de bouger les choses. Oui. Donc je pense... Moi, toute cette évolution m'intéresse parce que j'ai la chance d'être en interface quotidienne avec des jeunes de l'âge de maintenant mon fils aussi et cette révolution numérique elle est difficile pour nous qui sommes plus âgés, mais elle est passionnante parce vous que l'utilisez ici à l'hôpital justement pour le traitement des données, etc., pour peut-être avoir des diagnostics qui soient plus précis ou améliorer le traitement, personnaliser un peu plus les traitements. Alors, pour l'instant, non, parce que nos outils ne nous le permettent pas. Nous avons le souhait de le faire pour l'entrepôt de santé. Je travaille avec Corinne Istarbanis qui est vraiment très en pointe là-dessus. Pour l'instant, le recueil des datas ne le permet pas. Il faut vraiment... Vous savez, la PHP, c'est un mammouth, c'est formidable et en même temps, c'est très compliqué parce que les outils, c'est des marchés publics, enfin bref. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore aussi que nous voudrions, mais déjà, je peux dire que la crise du Covid nous a apporté des caméras en moins de 48 heures que nous demandions depuis 5 ou 10 ans. Et nous avons des RCP, réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc de la même manière qu'on dit qu'il y aura une intelligence médecine complémentaire, médecine conventionnelle, il y a également l'intelligence collective du partage des expériences. Je m'explique, une fois par semaine, il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires dédiées aux personnes qui font des calculs. Pour l'instant, il n'y a pas de patients. Un jour, je pense que ce sera, moi je rêve qui participe. Et donc, c'est Dr Tostivan, nous avons tel cas avec ta. Donc, l'écran est partagé et c'est formidable. Vous avez quelqu'un de Dina, vous avez quelqu'un, en l'occurrence, c'était Saint-Malo qui va présenter un cas et lui, il n'a pas l'expérience, il ne peut pas avoir la même expérience que moi qui vois tous les jours des personnes atteintes de maladies rares que lui ne verra jamais. Et donc, quand il a un cas, il dit au secours. Et c'est formidable, moi, je trouve la bienveillance, le partage de data, ça a été extraordinaire, y compris comment dans la crise du Covid, les néphrologues ont été une des spécialités qui d'emblée a fait des webinaires de 2 heures en disant, quand la vague est arrivée par l'Est, les personnes de l'Est ont dit, attendez, nous on a d'emblée séparé, on a diminué la cortisone, tout ça, mais c'était pas bien, on a remarqué qu'il y avait des thromboses, tout ça, c'était fantastique. Et on a mis en commun et tout le monde était connecté. Et il n'y avait pas l'université, parce que les gens de Colmar, c'était pas l'université, c'était des centres hospitaliers généraux, c'était extraordinaire. Période fantastique. Une solidarité extraordinaire. Extraordinaire. On abolit les frontières, on abolit les... Ouais, non, c'était vraiment formidable. Et du coup, ça a continué. On a un webinaire mensuel. Alors, pendant le Covid, c'était hebdomadaire, mais... Le webinaire, c'est uniquement pour les professionnels de santé ? Oui. Alors, c'est ouvert aux patients, mais avec des webinaires dédiés aux patients. D'accord. Dans ces cas-là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le mélange. Moi, je suis pour le mélange des genres. J'organise des séminaires où je pense que c'est important parce que il y a la notion de patient expert. Maintenant, il y a aussi des personnes diplômées d'éducation thérapeutique. Et moi, je pense qu'il y a, notamment dans le domaine des maladies rares, nous sommes tous plus ou moins des prototypes. Et
Donc on apprend des grands schémas, mais qui ne sont pas forcément adaptés pour les personnes atteintes de maladies rares. Et du coup, une personne atteinte de maladie rare va en savoir 10 fois plus que vous sur la maladie rare. Donc du coup, le partage des données aussi dans ce sens, moi je suis pour les liens. Liens médecine de ville, médecine hôpital, liens pour le patient, médecin, soignant, diététicienne. Tout ça, tout cet interfaçage, je pense que c'est très très riche. Alors que pour l'instant, c'est encore un petit peu en silo. Et je pense que l'université est très rigide par rapport à ça pour l'instant. Oui, ça commence à évoluer avec les nouvelles matières. Oui. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour toutes vos explications et vos conseils. C'était vraiment passionnant. C'était un honneur d'avoir pu vous interviewer aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, on interviewera une diététicienne justement pour essayer de parler justement de ces combinaisons qui peuvent se créer et de ces collaborations entre médecine traditionnelle, médecine holistique, les coachs de vie, et puis voilà, créer une unité qui fait sens pour la santé du patient. Merci à vous, merci beaucoup.